et va ressortir avec un sac bourré de bijoux d'une valeur fabuleuse. Il est allé jusqu'au bout du rêve libéral. Libéral, il respectait sa loi, sa propre loi du marché. Pas de loi que la loi du marché. J'ai besoin, je me sers. Il n'y a pas de concurrence. La concurrence, ben, moi c'est moi, et puis voilà. Où dort le trésor? Ça, on aimerait bien le savoir. Ils avaient décidé d'être les meilleurs voleurs du monde. Toi t'es flic, moi je suis truand, mais bon, qu'est-ce que ça change? On peut toujours parler. T'as tué personne, j'ai tué personne. Arriver à convaincre un sous-directeur et un gardien de vous aider à vous évader, c'est quelque chose qui s'est jamais vu et qui, à mon avis, ne se reverra jamais. Bah, si ça n'avait pas été un voleur, je crois que ça aurait été un type bien. Mais c'était un voleur. Les années 80. La société érige de nouveaux temples de la consommation, les hypermarchés. 20 septembre 1980, comme chaque samedi après-midi, l'hypermarché de Montélimar est bondé. C'est au moment de l'échange des recettes, alors qu'une des deux caissières se dirige vers la salle des coffres, que Bruno Sulac fait irruption pour mettre la main sur le butin. Janine Barnoin était à l'époque responsable des caisses. Contre toute attente, elle garde un bon souvenir de son agresseur. Au moment où j'ai mis le premier pied pour entrer dans la salle des coffres, il est arrivé cet homme donc qui nous a sauté dessus, mais sans nous faire vraiment du mal. Il m'a bousculé, il m'a poussé et il m'a dit n'ayez pas peur, on vous fera pas de mal, c'est un hold-up. Du regard, on s'en souvient toutes les deux, assez. C'était pas froid, c'était un regard très profond, quoi. Mais pas un regard méchant, mais enfin il avait beaucoup de choses dans ses yeux quand même. Hein. Avec un air nous dire, ben oui, je le fais quoi, mais pas. C'était surtout ce qu'il voulait nous faire comprendre, c'est qu'il ne voulait pas nous faire de mal. Ça, alors, il a bien insisté. Le séduisant gangster n'est pas seul. Son complice est beaucoup plus menaçant. À plusieurs reprises, il pointe son arme en direction des clients. C'est la panique. Mais un seul regard de Bruno Sulac suffit à lui faire baisser son arme. Sulac avait l'air contrarié. Contrarié, je pense que c'est le vrai mot. Et il a sauté la chaîne, parce qu'il y avait une chaîne, et il a rejoint et ils sont partis. C'est lui qui a dû lui dire, il faut qu'on s'en bat. Je pense que c'est lui qui a dû faire ça. Les deux femmes ont toutes les raisons d'être terrorisées. Elles ont en mémoire le tragique braquage du supermarché de Béziers, survenu il y a quelques mois, où 3 caissières ont laissé la vie. Mais Sulac n'est pas de ces bandits qui ont recours à la violence. Il préfère partir les poches vides, plutôt que de risquer de blesser un innocent. Bruno Sulac a plus eu peur de faire du mal aux gens que de perdre cet argent. Il l'a perdu, mais il a certainement préféré ça. L'argent devait beaucoup compter, puisqu'il faisait des hold-up, mais je pense que les vies humaines comptaient beaucoup plus. C'est ce qui est à son honneur, d'ailleurs. Le braqueur pacifiste poursuit ses hold-up de supermarché avec un inégal bonheur. Pour Sulac, la difficulté consiste à trouver un alter ego qui partage sa philosophie du vol, se tirer plutôt que de tirer. À l'époque, Georges Moréas est l'un des plus grands flics de France. Il se lance sur les traces de Sulac. Pour nous, ça n'a jamais été un truand professionnel. Je veux dire, c'était un marginal, c'était un aventurier, c'était ce qu'on voulait. On avait envie de se le faire. Pour nous, c'est ce qu'on appelle un beau mec. On voulait se le faire, mais à aucun moment on a pensé non. Vraiment, c'était personne, je pense, a même c'est même dit à un moment on va le mettre au grand banditisme, je crois. Pour nous, c'était des petits braquages, en fait. Hein. C'était des petits braquages, mais pas méchants. Hein. En particulier, par exemple, les supermarchés, à l'époque, c'était très fréquent que les braquages soient très violents, que ça se passe mal, qu'il y ait des prises d'otages, etc. Ça n'a jamais été le cas avec lui, donc c'était un petit braqueur. Voilà. Son intention, c'était pas de faire du mal. Voilà. Il se mettait dans une situation où ça pouvait arriver. À notre connaissance, c'est jamais vraiment arrivé, mais c'est sans doute ce qui le différenciait des braqueurs traditionnels, qui n'ont rien à cirer, quoi. Je veux dire, ils partent avec une arme, puis ça passe mal, ils donnent des coups de creuse ou des coups de calibre, et tout ce qu'ils veulent, c'est prendre l'argent et s'arracher, quoi. Alors que lui, il aurait, je pense, oui, il l'a prouvé, je crois, préféré renoncer au butin,
plutôt que de commettre des violences. Ouais, c'est vrai. Bruno Sulac est né en Algérie le 6 novembre 1955. Il est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. À l'école, c'est un élève intelligent, rien ne laisse présager du destin de ce voleur atypique. Marie-Christine Ettelin a été l'avocate de Bruno. Elle a longuement étudié l'histoire familiale de ce client attachant. Bruno Sulac décroche son bac C à 17 ans. Mais les études l'ennuient, le risque, l'aventure, quel qu'il soit, l'attire. Bruno décide de marcher sur les traces de son père Stanislas, ancien légionnaire ayant servi en Indochine. En février 1976, il s'engage pour 5 ans au 2e régiment étranger de parachutistes à Calvi, en Corse. Il faisait du parachute, il était quand même, c'était quelqu'un qui pouvait sauter, choses et proportions, il était très entraîné, surentraîné. Et c'est vrai que là, je pense que pendant quelque temps, il s'est senti bien à la Légion. À la fois dans une famille, parce qu'il y a cet aspect aussi familial, une famille avec des activités sportives, un métier. Mais je pense que rapidement, quand même, l'ordre, les aspects suggestion à une loi, à une règle dure, petit à petit quand même, ça lui a paru profondément pesant. Et il a commencé par quelques petits accros dans le contrat, et là, à ce moment-là, si vous voulez, très rapidement, du jour au lendemain, ça a basculé, quoi. Mai 78, Sulac veut profiter d'une permission pour voir sa famille. Il enfreint le règlement qui interdit aux légionnaires de quitter l'île et s'embarque pour le continent. Son absence aurait pu passer inaperçue, mais Bruno est encore à Toulon quand il apprend par la radio que son régiment est parti pour le Zaïre. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, a ordonné aux parachutistes de sauter sur la ville de Kolwezi pour sauver des ressortissants français. Pour cet homme d'honneur qu'est Sulac, ce rendez-vous manqué avec ses frères d'armes est insupportable. Sulac est porté déserteur. Moi, j'ai vraiment la conviction, contrairement à un certain nombre peut-être de membres de sa famille, qui pensent que c'est là que les choses ont basculé, que cette désertion était inéluctable, que la Légion, ça collait pas avec sa personnalité. C'était pas lui, quoi. C'était pas lui. Bruno a besoin d'argent, il reprend ses braquages. Février 79, alors qu'il est recherché, Sulac prend le risque de se marier sous son vrai nom. Sulac sera bientôt père et veut transmettre un nom à son enfant. Mais cette démarche civique va précipiter son arrestation. Se marie sous son vrai nom, mais c'est là aussi pour respecter un certain nombre de valeurs. On laisse pas naître un enfant que vous avez conçu dans l'amour sans père. Ça, c'est vraiment l'honneur. On transmet son nom, on reconnaît cet enfant. Et c'est une preuve d'amour très importante vis-à-vis de cet enfant, que d'avoir pris le risque, qui a d'ailleurs, c'est hélas concrétisé, hein, d'être interpellé et arrêté, bien entendu identifié. Tout individu en cavale sait parfaitement qu'il ne faut pas se présenter avec ses papiers nulle part. Ça, c'est clair. Et ça, Bruno le savait. Je veux dire, il a pris ce risque-là, encore ce risque-là. Mais il l'a pris justement pour instaurer des liens de droit avec cet enfant. C'est magnifique. 4 jours seulement après s'être marié, les gendarmes viennent cueillir le déserteur Sulac. Mais en découvrant dans le coffre de sa voiture des billets de banque, des armes et surtout des chèques à l'ordre d'un supermarché braqué quelques semaines auparavant, les militaires comprennent que le poisson est plus gros qu'ils ne l'avaient imaginé. Confondu pour ses hold-up, Sulac va connaître la détention. Direction la prison de Montpellier, puis en mai 80, c'est le transfert à la maison d'arrêt d'Albi. Mais Bruno Sulac, épris de liberté, n'est pas un homme à supporter l'enfermement. Il va bientôt déposer sa marque, sa griffe, celle du roi de l'évasion. 24 juin 1980, il se fait la belle comme dans les films, après avoir scié les barreaux de sa cellule. C'est la première évasion de Bruno Sulac, la première d'une longue série. Et contre toute attente, Bruno Sulac se dirige vers une autre prison. Le fuyard a une dette d'honneur. Il avait promis à son ancien codétenu, Jean-Louis Segretto, de le faire libérer. Bruno Sulac et ses complices vont investir la prison de Montpellier et, sous la menace de leurs armes, faire libérer Segretto au moment des parloirs. Maître Denis Giraud a défendu avec passion celui qu'il considère encore comme le client de sa vie. Dans la prison de Montpellier, l'ancienne prison, qui était une petite prison très dure, avec un espace réduit, et il y avait beaucoup de souffrance dans cette prison. Et il se lie d'amitié avec un type, et il lui donne sa parole qu'un jour, si lui-même arrive à s'évader, eh bien, il viendra le chercher.
c'était quelque chose qui s'était jamais vu à l'époque et quelque chose qu'on n'a jamais revu depuis. C'était attaquer une prison, rentrer dans la prison et aller chercher le détenu dans sa cellule pour sortir avec. Ça c'était vraiment Sulac. C'était même pas un ami intime, c'était même pas un associé, mais on avait décidé de le faire et on allait montrer à la France entière et notamment à la police qu'on pouvait le faire. Et on l'a fait. Bruno Sulac est en cavale et les hommes du commissaire Moréas sur les dents. À Paris, Sulac mène une vie mondaine et fréquente le monde de la nuit. L'argent lui brûle les doigts et il le dépense avec plaisir dans les boîtes de nuit branchées de la capitale. Mais ses valeurs sont ailleurs et à l'occasion, il n'hésite pas à remettre une liasse de billets à quiconque est dans le besoin. Du côté de la police, l'étau se resserre. 25 janvier 1982, après 20 mois de traque et d'arrestations manquées, le commissaire Moréas loge enfin Bruno Sulac, avenue de Suffren, au domicile d'une jeune femme qui serait sa compagne. Quand l'équipe lui est tombée dessus, il a un mouvement pour s'échapper, un mouvement naturel, mais à aucun moment, non, il a pas essayé à aucun moment il a essayé de résister. Autant que je me souvienne, il n'avait pas d'arme d'ailleurs sur lui. Donc il n'y avait pas de difficulté et il a été menotté sans violence. Il n'est pas arrivé au service avec une tête au carré, donc tout allait bien, quoi. Et là, c'était du genre, les mecs, vous m'avez bien eu, chapeau, enfin, etc. Une certaine une sorte de reconnaissance d'un travail bien fait pour les flics. C'est plutôt sympathique. Je découvrais un type qui me parlait normalement, quoi. C'était pas habituel, c'était pas un client habituel. Donc d'un seul coup, on parlait de sport, on parlait de cinéma, on parlait de n'importe quoi. C'était un peu désarçonnant même. J'étais un peu ouais, c'était un peu bizarre comme relation. Je pense qu'il était curieux de voir comment fonctionnait la police, de cette manière. Non pas pour savoir comment on l'avait arrêté, comment. Donc on lui a pas raconté notre vie, évidemment. C'était pas le rôle, mais enfin on a essayé on a brillé un peu quand même, hein, pour lui montrer qu'on n'était pas des imbéciles. et je pense que ça l'a intéressé. Je crois me souvenir qu'il m'a dit, moi j'aurais bien voulu être flic, un truc comme ça. C'est-à-dire que c'était son côté aventurier, quoi. Il a choisi une vie d'aventure de l'autre côté de la loi, mais il aurait pu la choisir du côté de la loi, quoi. Bruno Sulac confie également au commissaire Moréas qu'il lui est impossible de rester derrière des barreaux et qu'à la première occasion, il s'évadera. Il n'imaginait pas la manière dont il allait se sauver, évidemment, mais on pensait bien qu'il allait se tirer, quand même. Qu'il allait se faire la belle. Bruno Sulac comparaît devant le tribunal de Montpellier pour sa participation à l'évasion de Segretto en août 80. Il écope de 3 ans d'emprisonnement ferme. Le retour vers la prison de Lyon se fait en train, sous la garde de 5 gendarmes. Mais malgré l'imposante escorte, l'occasion est trop belle pour ne pas envisager la fuite. Sulac a tout prévu. Quelques minutes seulement après le départ du train, 2 hommes armés surgissent dans le compartiment, menottent les gardiens, subtilisent leurs armes et libèrent Sulac. La cavale reprend. Les fuyards détalent comme des lapins. Il leur faut une voiture. Alain Rousset va croiser bien malgré lui la route des fugitifs. En pleine discussion avec un ami devant son véhicule, il va être pendant quelques heures l'otage de Bruno Sulac. Ils sont venus très vite en courant et puis, surprise, ils étaient armés. Il y en avait 2 qui avaient un revolver, il y en avait un qui avait un Walkman sur la tête, ils avaient un sac aussi. Et ils nous ont très vite menacés avec le revolver en nous demandant les clés de la voiture. Et bon, machinalement, j'ai regardé mon copain parce que c'était sa voiture. Et il a tardé un peu à donner les clés. Donc, il y a un des gars lui a donné un coup de crosse sur la tête. Donc, ils sont un peu avachis. Puis, il a donné la clé. Et puis, il y en a un qui m'a dit, ben, toi, tu viens avec nous. Je me suis retrouvé pratiquement instantanément avec un gars qui avait un revolver dans chaque main, qui me menaçait à la tête, aux jambes, etc. Et sur le coup, j'ai eu très peur, j'ai eu la vision, il m'a semblé que j'avais en face de moi la mort, que j'allais mourir de façon certaine. Donc j'ai pensé à ma fille, à ma femme.
Après une demi-heure de cette équipée sauvage, le réservoir de la voiture est dans le rouge. Il faut changer de véhicule. Sulac et ses complices rejouent le même scénario de vol de voiture. Il y en a un qui a tiré, donc j'ai senti, j'ai entendu un coup de feu, l'odeur de la poudre, et là ça m'a pas rassuré du tout non plus. Et j'ai décidé de rester dans la voiture parce que, dit si je descends, ils vont me prendre en otage dans la voiture suivante, et puis j'avais pas du tout envie en fait. Et puis juste après, il y en a un qui est venu avec le revolver en avant comme ça, vers moi, et moi je me suis dit ça y est, il vient me liquider quoi. Je me suis recroquevillé dans la voiture autant que je pouvais. Et en fait, il venait chercher son sac. Après, il a pris le sac. J'ai entendu la voiture qui partait. Et puis là, je me suis dit, c'est fini. Il était persuadé que jamais il ferait usage de son arme. Peut-être. J'ai vu tellement dans ma carrière de gens qui soient truands ou policiers, à un moment ou un autre, utiliser une arme dans une sorte de mauvaise réaction, dans le feu de l'action, ou par la peur, ou par accident. Enfin, il y a tellement de raisons qui, quand on a une arme à la main, il faut pas tellement peu de choses pour appuyer sur une détente. Donc, on peut pas dire ça. Mais il était persuadé que son étoile était là. Je crois qu'il croyait beaucoup à sa baraka, en fait. Et ça l'a servi longtemps, en tout cas. « 1982, Sulac est en cavale, une fois encore à Paris. C'est là qu'il trouve celui qui va devenir son alter ego du larcin, le complice qui partage ses idéaux et ses révoltes aussi. Ce partenaire s'appelle Radissa Jovanovic, il a 29 ans et se fait appeler Steve. Il y avait une espèce de complémentarité entre eux qui était magnifique. D'ailleurs, on s'apercevra dans les plus grosses affaires qui leur sont reprochées, ou qui sont reprochées à Bruno Sulac. À mon avis, Bruno Sulac n'aurait pas pu faire ses affaires sans la présence de Steve, qui était à la fois une présence rassurante, efficace, et c'était un duo très efficace, très... comment dire, très complémentaire. Passer des supermarchés aux bijoux de luxe, comme l'écrit Bruno Sulac à sa famille, c'est ajouter de l'élégance, de la classe et du style à un boulot qui n'offre que trop souvent violence, sang et drame. En ce mois d'octobre 82, la rue Royale et ses bijouteries suscitent bien des convoitises. La porte de cette joaillerie de prestige s'ouvre sans difficulté à Bruno Sulac. Steve monte la garde à l'extérieur, Bruno passe à l'action. Eric Young était policier, il a suivi avec amusement les exploits de celui que la presse appelle déjà le gentleman cambrioleur. Dans cette bijouterie, il y avait des clients. Et une très belle femme, très belle femme, qui était avec on va dire, comme on a l'habitude de le dire avec ironie, avec son tonton, c'est-à-dire un monsieur beaucoup plus âgé, et qui était là pour offrir la bague de sa vie. Et cette dame allait avoir la bague de sa vie que Bruno Sulac, dans le cambriolage, prend. Et au moment où il la prend, il voit cette femme, cette belle femme, qui le regarde et puis qui est d'un seul coup, qui devient toute triste, qui est paniquée quasiment parce qu'il a pris la bague. Et Sulac se rend compte de ça, mais il continue son cambriolage. Et au moment de sortir du magasin, il s'arrête devant la dame, il lui prend la main, prend la bague et lui passe la bague au doigt, en s'excusant et en lui offrant. Et il échange un regard, mais quasiment d'amoureux, qu'il y a une sorte de coup de foudre entre cette dame et lui. Mais évidemment, il va pas rester là, Et il redonne le bijou à cette dame dont elle avait rêvé toute sa vie. Et il part en s'excusant et il part avec le reste du butin. C'est un peu, ouais, c'est Arsène Lupin, quoi. C'est Arsène Lupin. Les deux compères se délectent. Rien ne semble pouvoir arrêter ces malfaiteurs qui se jouent des riches les plus mens sans jamais se faire prendre. Chaque défi est un jeu. 21 janvier 83, on retrouve Bruno et Steve en promenade dans le quartier de l'Élysée, à 2 pas du palais présidentiel. À l'époque, le président de la République française reçoit le chancelier allemand à Paris dans un voyage officiel. Et Sulac discute avec l'un de ses amis et lui dit « Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller plus haut, plus fort ?» Le défi. Et il dit, il y a François Mitterrand avec le chancelier allemand qui vient. Il dit, tout Paris, toute la rue du Faubourg Saint-Honoré en particulier, c'est là où, vous savez, Place Vendôme à Paris, là où il y a les magasins de luxe, les bijoux de luxe, tout ça, ça va être gardé. Il va y avoir plein de flics, plein de CRS, plein de gendarmes, il va y avoir les renseignements généraux, les voyages officiels. Et
quand même avec l'Élysée juste à côté, donc toutes les rues sont gardées. Et Bruno Sulac décide de cambrioler en plein jour, devant le chancelier allemand et le président de la République française, cette bijouterie. Et il attend que les deux hommes d'État passent devant lui pour rentrer dans la bijouterie et enlever tout ce qu'il y avait dans la vitrine, comme il faisait d'habitude, en barantinant. Il mettait souvent les menottes aux gens pour pas qu'ils nous, parce qu'il évitait véritablement qu'il y a le moindre aspect de violence, même un début, un prémisse de violence. Et puis il partait. Et quand il revenait, il avait fait un défi, il avait fait un exploit. Et pour mieux savourer sa victoire et s'assurer que cet exploit lui sera bien attribué, Bruno passe un petit coup de fil à son vieil ami, le commissaire Moréas. Mais ça fait tout à fait partie du personnage. Un petit peu de provocation. Et puis en même temps, je veux dire, tout ça n'est pas sérieux quand on rigole, quoi. Et c'était vraiment l'impression qu'on pouvait avoir avec lui. C'est-à-dire que, bon, je fais des trucs, mais dans le fond, c'est pas très sérieux, quoi. La vie est courte, on peut aussi s'amuser, quoi. Tu vois, toi t'es flic, moi je suis truand, mais bon, qu'est-ce que ça change? On peut toujours parler. T'as tué personne, j'ai tué personne, tu vois, c'est comme ça que ça se passe. C'était pas pour essayer de savoir quelque chose de ma part, c'était... Ouais, c'est pas amusant de jouer tout seul, quoi. Et si on joue, il faut qu'il y ait un adversaire. Hein. Donc j'étais devenu son adversaire un peu amical en quelque sorte, entre guillemets. Alors plusieurs fois je lui ai dit bon écoute ça suffit, maintenant on va se voir, on va discuter, on va essayer de faire le point. Elle disait oui, et puis oui mais tu vas m'arrêter, tu vas venir avec d'autres, tout ça. Je dis non je viens tout seul, on parle, rendez-vous à tel endroit. Alors il venait pas évidemment. Puis après il me rappelait, il me disait ouais je t'ai vu, hein, t'étais là, mais j'ai pas osé venir parce que je me suis dit t'es flic, tu vas m'arrêter, etc. Bah, j'ai dit t'avais des chances quand même. Moins d'une semaine plus tard, la même équipe repasse à l'action, toujours à Paris. Cette fois-ci, leur cible est un must. Bruno et Steve s'en prennent à la plus prestigieuse des joailleries françaises, Cartier. À l'époque, Claude Pianet est attachée de presse chez Cartier. Elle va devoir apprendre à connaître ce voleur élégant. Appeler Bruno Sulac un gentleman cambrioleur, et c'est un petit peu difficile à avaler pour notamment mes collègues qui ont vécu ça, parce que il n'a de sourire que pour séduire, pour neutraliser et surtout ne pas inquiéter, se mettre dans la peau d'un bon client qui est heureux d'être là, qui est heureux d'acheter, qui a été je crois le choc le plus important, c'est la froide détermination et le changement du regard, où là, il s'agissait plus du tout de séduction, il s'agissait véritablement de quelqu'un de très résolu et de volontairement violent. Après avoir soulagé la boutique Cartier Paris de 10 millions de francs, Bruno n'en a pas terminé avec la marque. Il apprécie la qualité et la finition de ses joyaux. Direction Cannes, ses plages, sa croisette et surtout sa luxueuse joaillerie Cartier, à 2 pas des plus beaux palaces de la Côte d'Azur. Nous sommes le 19 août 83 quand Bruno et Steve défient à nouveau la police, mais aussi l'enseigne Cartier. 6 milliards de centimes, c'est le butin des 5 hold-up commis en un an par l'auteur de l'attaque de la boutique Cartier à Cannes. Hier, en 10 minutes, il a raflé pour 3 milliards de centimes de bijoux. Cannes 83, c'est quand même un moment d'anthologie au niveau du braquage. Vous avez 2 types qui se présentent en plein mois d'août. Vous imaginez la croisette avec tous les touristes, le monde qui va et qui vient. Et vous avez 2 types qui se présentent. Il y en a un qui va rester à l'extérieur et qui va faire le vigile. Ça, c'est Steve, toujours avec son petit talkie-walkie noir. Et vous avez Bruno Sulac qui rentre habillé en tennisman avec sa raquette en short et sa petite tenue blanche, et qui demande, selon la technique habituelle, à pouvoir regarder quelques belles pièces, et qui après sort son arme et très calmement va neutraliser tout le monde, va neutraliser le signal d'alarme et va ressortir avec un sac bourré de bijoux d'une valeur fabuleuse. Il a une
une phrase. Il dit, je suis rentré comme un tennisman, c'était déguisé en tennisman, et je suis ressorti avec la fortune de Björn Borg. C'était à l'époque le grand champion Björn Borg. Donc il y a ça qui a marqué vraiment l'imaginaire, parce qu'il y avait cette facétie dans l'action, il y avait ce côté amusant de se déguiser, oui, véritablement, enfin de s'habiller en tennisman, le culot qu'il avait, et puis quand même de prendre la plus belle bijouterie qu'il y avait à l'époque en vitrine dans le monde entier. Le beau tennisman emporte en quelques minutes près de 40 millions de francs en bijoux. Braquer une des plus prestigieuses bijouteries de France en shorts et chaussures de sport, il n'y avait que Sulac pour le faire avec un tel aplomb. C'était pas possible de continuer comme ça. Parce que son histoire d'amour avec Cartier, ça commençait à faire lourd. Bruno est un esthète, il aime le beau. Chez Cartier, il n'a pris que les plus belles parures, les plus travaillées. Parmi ses œuvres d'art, un magnifique briquet panthère dont il n'existe que 4 exemplaires au monde. S'il a certainement dû négocier des pièces pour avoir quelques financements, ça c'est incontestable. Il y a en tout cas des pièces qu'il a conservées, je vais dire qu'il avait conservées, qui étaient les pièces de plus grande valeur, des pièces artistiques. En particulier ce briquet panthère, il m'avait dit qu'il me le ferait rendre. Et il m'avait dit, en effet, cette pièce-là et quelques autres ne peut pas rester cachée. Il faut qu'elle soit vue. Il faut qu'elle soit vue par tous. Et il m'avait dit, vous verrez. C'est la seule et unique fois de votre vie où vous aurez en main des pièces d'une telle beauté. Vous verrez, vous avez les diamants, les yeux, quand on ouvre. Enfin, il m'a décrit ces briquets, que je n'ai bien sûr jamais vu de ma vie. Hein, il m'a décrit ces briquets et c'était la beauté dont il parlait. C'était pas ce que ça valait. Je ne sais même pas s'il en avait une idée, vaguement, mais peu importe, c'était pas un problème d'argent, c'était pas un problème de valeur. C'était véritablement la beauté et il m'a dit, je vous ferai rendre ces pièces. Bruno Sulac est recherché par toutes les polices de France. Il doit lever le pied et se faire rapidement oublier. Il rend secrètement une dernière visite à son avocat. Un jour, il passe au cabinet, c'est juste après Cartier-Cannes, et je lui dis, c'est fini, tu peux plus revenir, tu peux plus rester. Si tu restes, c'est des années d'emprisonnement. Toutes les affaires de supermarché n'ont pas été jugées. Les bijouteries, chaque bijouterie, c'est un vol à main armée avec une affaire supplémentaire. Donc là, je suis très conscient de ce qu'il attend au niveau judiciaire, et je lui dis que le passif est énorme. Donc, je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais moi, je sais qu'en tant qu'avocat, ce qu'il attend, c'est une chape de plomb. Alors Bruno Sulac part pour le Brésil. À l'époque, ce pays d'Amérique latine représente un peu une terre promise. Mais à Rio, à côté des plages et des hôtels de luxe, Bruno découvre une autre réalité, celle des favelas, des enfants des rues et de la misère. C'est un choc. Après plusieurs semaines de clandestinité à organiser les conditions matérielles de sa nouvelle vie, Bruno Sulac rentre en France, il doit régler ses dernières affaires. Février 84, un ressortissant suédois répandant au nom de sa vie qui est arrêté à la frontière franco-espagnole au volant d'une voiture volée. Ses papiers sont des faux grossiers, il est grimé. Après 10 jours de détention, le mystérieux Suédois est sur le point d'être libéré quand à Paris, un homme du commissaire Moréas croit reconnaître Sulac. L'analyse des empreintes donne raison aux policiers. Sulac est fait. On dit ah, ouh, le voilà. Non mais il est marrant. Bon, c'est vrai que quelque part, pour nous, c'était même un peu frustrant qu'il se fait arrêter comme ça aussi bêtement. C'était un peu frustrant, mais enfin, on était bien content de savoir qu'il était au chaud, quoi. Alors, au moment de l'arrestation, quand il est identifié, je vois Steve à mon cabinet qui vient me demander des nouvelles. Je lui dis que il est à la prison de Gradignan
Et j'ai le sentiment que de toute façon, Steve va intervenir le plus vite possible pour pas laisser Bruno Sulac en prison. Ça, c'est un sentiment qui m'habitait déjà avant, et je sens très bien que il est prêt à tout. Donc je ne sais pas après ce qui va se passer, je vais l'apprendre par les journaux, mais je sais qu'il va s'employer très vite à essayer de faire évader son ami. Les policiers s'attendent à tout moment à une manifestation de Steve pour venir en aide à Bruno. Mars 84, c'est sur le tarmac de l'aéroport de Bordeaux que la tentative d'évasion par les airs va tourner court. Steve est abattu par les policiers, Sulac est orphelin. C'est sûr que la mort de ce type l'a secoué, et je me souviens qu'il m'a dit, ça me gêne un peu de dire ça, mais enfin il m'a dit, pourquoi ils ont fait ça, quoi, t'aurais pas fait ça, toi, ça servait à rien, quoi. Ça servait à rien de le tuer. Dans sa tête, à lui, c'était pas la peine, quoi. C'était pas la peine de le tuer, quoi, ça sert à rien, quoi. Et c'est vrai que peut-être ça a cassé quelque chose chez lui, c'est-à-dire que on joue plus, quoi. On joue plus, si c'est pour faire ça, c'est pas peine de jouer, quoi. Et je crois que ça devait se traumatiser, effectivement. 10 jours après la mort de Steve, Bruno Sulac est attendu à Albi pour un procès concernant ses attaques de supermarché, le premier d'une longue série. C'est en vue de cette audience que Maître Ethelin rencontre ce client peu ordinaire, plus bouleversé par le décès de son ami que préoccupé par son avenir judiciaire. J'ai vu arriver le sous-directeur du bloc, j'ai vu arriver 2 ou 3 surveillants, et qui, d'une façon très sympathique, m'ont dit « Vous ne pouvez pas savoir, maître, ce que nous sommes heureux que vous soyez là. » J'étais quand même un peu étonnée. C'est assez rare que nous soyons accueillis de cette façon dans les prisons. On est souvent une gêne. Et là, j'étais très étonnée de voir que ces gens étaient très heureux que je vienne voir Bruno Sulac. Ils m'ont dit « Écoutez, cet homme est effondré. Il est dans un état, nous nous faisons énormément de soucis. Nous pensons qu'il pourrait porter atteinte à ses jours. Et vous ne pouvez pas savoir le soulagement de vous voir arriver. » Quelques minutes après, Bruno est arrivé. Il était tout en noir. Il avait un pull noir, élégant, tout en noir. Et je crois une écharpe. Et il m'a dit bonjour. Il s'est assis face à moi. Il pleurait. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je lui dis, j'ai sorti de mon sac un paquet de mouchoirs Kleenex, et pendant 1h15, je lui ai passé des mouchoirs. Cet homme pleurait. Le sang a coulé. Pour Bruno Sulac, les règles du jeu ont changé. À l'ouverture du procès, Albi est en état de siège. La cour d'assises du Tarn s'apprête à juger celui que les autorités considèrent comme le truand le plus dangereux de France. Mais quand il entre dans le box, Sulac ressemble plus à un enfant perdu qu'à un grand malfaiteur. Voici Bruno Sulac, 28 ans, dont on dit qu'il a horreur de la violence, mais qu'il adore les bijoux. Sulac, qu'on va juger pour une petite affaire, un hold-up en 78 dans un supermarché, a un carnet de rendez-vous très chargé avec plusieurs juges d'instruction, en particulier à Paris et à Cannes. Sulac est un spécialiste de l'évasion. Son bras droit a d'ailleurs été tué il y a une semaine à Bordeaux. C'est la raison des énormes mesures de sécurité prises autour et à l'intérieur du palais de justice d'Albi, de quoi convaincre Bruno Sulac que, pour l'instant, l'occasion n'est pas la belle. Il est évident que pour ces gens du Tarn, que l'on sort de leurs petites habitudes et de leur petit train-train, Bruno Sulac, c'est l'ennemi public numéro 1. Ça, c'est incontestable. On ne juge pas le petit braqueur du supermarché. Ça, c'est évident. Il lui tombait quelque chose sur la tête qui était dramatique. Il venait de perdre son meilleur ami, son frère. C'était vraiment... C'était des frères. Et on était là à lui demander des comptes sur un hold-up commis plusieurs années auparavant. Donc, il s'en fichait littéralement. Il s'en fichait littéralement. Pour Bruno Sulac, la justice est une mascarade. À ses yeux, son ami Steve a été assassiné sans autre forme de procès. Pourquoi y en aurait-il un équitable pour lui? Bruno se moque bien de la sentence qui va être prononcée. Il est prisonnier et se demande déjà comment fuir. Le seul moment à Albi où je l'ai vu effectivement intéressé par ce qui se passait, c'est lorsque les victimes sont venues exprimer
leur angoisse, leur peur au moment des faits. Bruno choisira lui de parler une seule fois devant la cour. Il crie et dénonce la mort de Steve, son frère de sang. Cette défiance va lui coûter cher. Il a dit « Je suis un homme mort à l'intérieur. Pour moi, jusqu'à présent, il s'agissait d'un jeu. Mais je n'ai jamais de ma vie tué, et vous venez de tuer, s'adressant collectivement à l'institution tout entière. » Ça, je pense que ça a été effectivement un moment capital, hein, cette mort. Bruno Sulac est condamné à 9 ans de réclusion. 1 an de plus que le maximum requis par l'avocat général. Mais son marathon judiciaire ne fait que commencer. Le dossier Sulac est épais. En septembre 1984, après plusieurs mois passés à la prison de la Santé à Paris, Bruno Sulac est incarcéré pour raison de sécurité à la prison de Fleury-Mérogis. Située en région parisienne, Fleury est la plus grande prison d'Europe. Et la rumeur dit que d'ici on ne s'évade pas, un défi trop tentant pour Sulac. Je suis plus au stade judiciaire parce que je sais que ce qui nous attend, c'est l'Himalaya, c'est l'Everest. On a tellement d'affaires qui vont tomber dessus. Moi, je suis plutôt... mon souci à l'époque, c'est la santé morale de mon client, puisque je m'interroge pour savoir s'il va pas éventuellement se pendre en cellule, ou si l'administration pénitentiaire va pas le casser dans les conditions qui sont celles de son incarcération. D'évasion en évasion, Sulac s'est construit une solide réputation. À son arrivée à Fleury, il se voit attribuer le statut de DPS, détenu particulièrement surveillé. Il est immédiatement placé en quartier d'isolement. Patrice Katz était l'un des sous-directeurs de Fleury. C'est lui qui a accueilli le célèbre détenu. Bruno Sulac, comme c'est un des détenus les plus sensibles, la direction donc de l'établissement a décidé donc de le changer très souvent de bâtiment. Sulac pouvait passer 1 mois sur une tripale, 15 jours sur un autre bâtiment, et à l'intérieur même parfois de ces périodes d'1 mois sur un bâtiment, il changeait de cellule. Donc c'est vrai que c'était par mesure d'ordre et de sécurité. 24 heures sur 24, on s'attache à savoir ce que fait Bruno Sulac, comment il pense, comment il fonctionne, si tant est qu'on puisse être dans sa tête. Et la pénitentiaire fait très attention. Ce sont des gens qui sont DPS, détenus particulièrement surveillés. Et on fait tout pour qu'il n'y ait pas de risque de récidive, d'évasion. En prison, Sulac découvre l'écriture, une évasion intellectuelle et spirituelle. Dans ses notes, Bruno dénonce les injustices et les conditions de vie des détenus dans un univers carcéral qu'il juge inhumain. Sulac n'est définitivement pas un truand ordinaire. Il a de l'esprit et un journal lui propose même de le publier. Son fondateur, Michel Butel, sait flairer les talents et pour lui, Bruno Sulac en est un. Il a fait entendre la voix d'un homme condamné dans ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire qui s'apprête à vivre des années et des années, celle de sa jeunesse, en prison, au fond d'une prison, et il a fait entendre une note d'espoir. Et ce qu'il disait est porteur, encore maintenant quand on le lit, d'une sorte de gaieté et de joie et d'optimisme et de pari sur la vie. Dans ce monde cynique, quelqu'un comme Bruno Sulac, tout d'un coup, dit des phrases qui sont les phrases de la morale la plus simple, par exemple, ou des phrases qui sont, c'est même pas qui apparaissent, c'est même pas qui peuvent apparaître comme très banales, mais qui sont très banales. Mais c'est ça qui est le plus apparemment inexplicable, mais qui s'est passé. À un moment donné, au moment où il les a écrites ou émises, elles ont une force. Le point de vue critique de Bruno sur la société de consommation et ses chroniques sur le Brésil enchantent les lecteurs de l'autre journal. Bruno acquiert bientôt une petite notoriété. Son parcours atypique, ses révoltes, sa vision de la société des années 80 et surtout sa plume intéressent les éditeurs. Les mois qu'il a pu passer au Brésil ont été absolument essentiels dans la découverte de ce qu'il y avait finalement des gens qui étaient encore plus dans la misère que nous. Que contrairement à ce que l'on disait, on était un pays riche
et que cette richesse d'ailleurs éclatait partout, déjà, ça commençait à l'époque. Elle éclatait pour lui dans les vitrines des bijoutiers. Et il avait décidé de faire des compensations à son niveau. Et il prenait aux uns pour donner aux autres. C'était ce qu'on appelait les années fric, effectivement, et qui était un peu surprenant, où on apprenait aux jeunes qu'il fallait pratiquement plus travailler, on rachetait des entreprises pour 1 franc, et que le mythe de l'entreprise, et que c'était la spéculation, et que tout le monde jouait à la bourse, tout le monde allait devenir fortuné. On a un peu oublié ça, mais c'était les messages qui passaient sur les médias avec des émissions financières très célèbres, avec des personnages importants très célèbres. Bon, et tout ça, on a bien vu que c'était... lui faisait ça, il est allé jusqu'au bout du rêve libéral, mais libéral, il respectait sa loi, sa propre loi du marché, pas de loi que la loi du marché, j'ai besoin, je me sers, il n'y a pas de concurrence, la concurrence, moi c'est moi, et puis voilà. Donc il est allé jusqu'au bout de la logique. Donc il y a un côté à la fois d'absurdité, mais aussi un côté de forte intelligence sur, pas dénoncer, parce que... mais son exemple montrait tellement l'absurdité de la situation à l'époque que je pense que devait y avoir... même en sous-main, quelques personnages, même un peu bourgeois, qui devaient comme ça rire, je pense. C'est pour ça aussi, ça contribue, tout ça, quoi. Et c'est vrai qu'il était jeune, il était de la génération des jeunes gens de 80, des années 80. Nous, d'une certaine façon, la chance que l'on a eue, c'est que le voyou, entre guillemets, qui s'est exprimé dans les colonnes du journal, c'était Bruno Sulac. Ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être que justement ça aurait été moins impressionnant, moins percutant quand même. Enfin, ça aurait été moins beau. En tous les cas, ça j'en suis persuadé, quoi. Écrire ne fait pas oublier à Bruno Sulac la détention, l'insupportable enfermement. Le DPS Sulac ne veut pas vivre en cage. Reste que la forteresse est de taille. Mais rien ni personne ne semble lui résister, pas même certains fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, fascinés, qui vont lui prêter main forte pour une nouvelle tentative d'évasion. Bruno Sulac a tenté la nuit dernière de s'évader de Fleury-Mérogis. Bénéficiant sans doute de complicité agissante à l'intérieur de la prison, il avait à sa disposition des explosifs et des clés des portes. Surpris par des gardiens, il a dû sauter du 2e étage. Il est ce soir sous forte protection dans un hôpital parisien et son état est jugé désespéré. Arriver à convaincre un sous-directeur et un gardien de vous aider à vous évader, c'est quelque chose qui s'est jamais vu et qui, à mon avis, ne se reverra jamais. Inimaginable qu'un membre éminent de l'administration pénitentiaire, qu'un surveillant, ça c'est quand même l'histoire, hein. Il fallait une personnalité étonnante parce que je me suis laissé dire, enfin ça a été dit, qu'il leur avait promis bien sûr une récompense financière, mais absolument ces gens-là, à ma connaissance, quel est celui qui a agi avant d'avoir reçu le moindre centime, au moins à titre de provision? Je veux dire, vraiment, c'est pas pour de l'argent que ces gens-là ont agi, c'est absolument pas pour l'argent, ça. Alors là, s'il y a une conviction la mienne, c'est bien celle-là. Sulac aura réussi à séduire tous ceux qui auront croisé son chemin, même un sous-directeur de prison. Thierry Snitter, 25 ans, venait de prendre ses fonctions à Fleury. Il va prêter main forte à Sulac pour s'évader. Maître Abric a défendu Thierry Snitter, cet idéaliste un peu fragile, séduit par le détenu Sulac. Il a subi une totale fascination. Sans doute Bruno Sulac était-il le garçon ou l'homme que Thierry Snitter avait envie d'être, c'est-à-dire l'imparfait. Le sportif, l'aventurier, celui qui ne respecte pas les lois pour diverses raisons, qui ne respecte pas, mais qui a un cœur. Les jurés de la cour d'assises de l'Essonne ne trouveront à Thierry Snitter aucune circonstance atténuante à sa fascination coupable. Il écope de 8 années de réclusion criminelle. Mais pour Bruno Sulac, la fin de l'aventure est tragique. Après sa chute, Bruno plonge dans un coma profond. Plusieurs opérations au cerveau seront tentées sans succès. Le 28 mars 85, Bruno Sulac décède. Il avait 29 ans. Pendant ces 10 jours d'agonie, les proches n'auront pas l'autorisation d'approcher Bruno. Le mourant est maintenu au secret. Une attitude étrange qui sème la colère puis le doute dans l'esprit de la famille Sulac. Et si Sulac, le gêneur, avait été supprimé? Il y avait une volonté peut-être
d'abattre ce symbole et que ce symbole ne puisse pas peut-être avoir une influence vis-à-vis d'autres détenus, et que tous ces gens qui souffrent en prison, tous ces gens qui rêvent d'évasion mais qui n'ont pas les moyens ou le courage de le faire, voient que cet homme finalement, lui qui avait eu dans sa vie 3 fois, 4 fois les moyens de le faire, finalement avait été abattu et ne pourrait pas se relever. Donc il y avait la volonté peut-être de tuer définitivement le symbole. C'est-à-dire, il était déjà mourant, mais on le tuait une deuxième fois à partir du moment où on voulait pas que on sache d'une part ce qui s'était vraiment passé, et puis que après les gens qui puissent l'approcher puissent témoigner. Donc c'était très significatif peut-être de la peur qu'il inspirait, non pas peur violente, mais peur charismatique de quelqu'un qui finalement ne se laisserait jamais abattre. Les 2 reconstitutions demandées par les autorités puis par la famille aboutissent aux mêmes conclusions. La nature des blessures constatées sur le corps de Bruno est parfaitement compatible avec les conditions d'une chute accidentelle. La famille Sulac ne voudra jamais croire à ce scénario et continue de s'interroger sur les circonstances exactes de la mort de ce rebelle. J'ai assisté à la reconstitution en présence de l'avocat, du père de Bruno Sulac, qui certes était très ému, et c'est normal, hein, je comprends tout cela très très bien, mais pour moi il n'y a aucun doute, les choses ont été montrées, je vous dis, par des agents qui connaissaient pas, qui ont fait part de leur réaction, et il n'y a pas eu, bon, hormis la douleur de la famille que je comprends, et le fait que ça puisse sembler, mais il faut savoir connaître, il faut connaître Fleury-Mérogis, la taille de cet établissement, mais je crois que l'enquête a bien montré qu'il n'y avait aucun doute, si je puis dire, sur l'issue. Et en l'état, il a joué sans, si je puis dire, il a essayé, il savait en effet qu'il partait pour de nombreuses années, il a monté un scénario d'évasion particulièrement bien élaboré. Il aurait pu réussir. Ça n'a pas été le cas. 5 avril 85, Bruno Sulac est enterré dans le cimetière de Thiais, dans la partie réservée à l'administration pénitentiaire. La famille n'est pas seule, dans l'intimité comme elle l'aurait souhaité. Des photographes de presse et surtout des policiers en civil assistent aux funérailles. Cette présence policière est un symbole, comme si Bruno Sulac, même mort, devait rester prisonnier à jamais. 10 ans plus tard, la dépouille de Bruno Sulac sera incinérée et ses cendres dispersées par sa fille Amélie, redonnant ainsi à ce père légendaire sa liberté tant recherchée. À la suite de la mort de Bruno Sulac, il y a eu beaucoup de gens qui ont été touchés, des gens qui ne le connaissaient pas, des gens qui étaient des anonymes. Et sur les murs de Paris, à cette époque, il y a eu des petits dessins qui avaient été faits par des gens qui, à mon avis, étaient peut-être de cette même mouvance, vous voyez, de cette mouvance un peu rebelle, et qui avaient été touchés par la mort de Bruno. Il y avait des dessins sur tous les murs de la capitale que je voyais et qui me faisaient du mal. Ça veut dire que sa vie n'avait pas laissé indifférent beaucoup de gens, mais sa mort non plus. Mis le premier pied pour entrer dans la salle des coffres, il est arrivé cet homme donc qui nous a sauté dessus, mais sans nous faire vraiment du mal. Moi, il m'a bousculé, il m'a poussé et il m'a dit n'ayez pas peur, on vous fera pas de mal, c'est un hold-up. Du regard, on s'en souvient toutes les deux, assez. C'était pas froid, c'était un regard très profond, quoi. Mais pas un regard méchant, mais enfin, il avait beaucoup de choses dans ses yeux quand même. Hein. Avec un air nous dire, ben oui, je le fais, quoi, mais pas. C'était surtout ce qu'il voulait nous faire comprendre, c'est qu'il ne voulait pas nous faire de mal. Ça, alors, il a bien insisté. Le séduisant gangster n'est pas seul. Son complice est beaucoup plus menaçant. À plusieurs reprises, il pointe son arme en direction des clients. C'est la panique. Mais un seul regard de Bruno Sulac suffit à lui faire baisser son arme. Sulac avait l'air contrarié. Contrarié, je pense que c'est le vrai mot. Et il a sauté la chaîne, parce qu'il y avait une chaîne, et il a rejoint et ils sont partis. C'est lui qui a dû lui dire, il faut qu'on s'en bat. Je pense que c'est lui qui a dû faire ça. Les deux femmes ont toutes les raisons d'être terrorisées. Elles ont en mémoire le tragique braquage du supermarché de Béziers, survenu il y a quelques mois, où 3 caissières ont laissé la vie.
Mais Sulac n'est pas de ces bandits qui ont recours à la violence. Il préfère partir les poches vides plutôt que de risquer de blesser un innocent. Bruno Sulac a plus eu peur de faire du mal aux gens que de perdre cet argent. Il l'a perdu, mais il a certainement préféré ça. L'argent devait beaucoup compter puisqu'il faisait des hold-up, mais je pense que les vies humaines comptaient beaucoup plus. C'est ce qui est à son honneur d'ailleurs. Le braqueur pacifiste poursuit ses hold-up de supermarché avec un inégal bonheur. Pour Sulac, la difficulté consiste à trouver un alter ego qui partage sa philosophie du vol, se tirer plutôt que de tirer. À l'époque, Georges Moréas est l'un des plus grands flics de France. Il se lance sur les traces de Sulac. Pour nous, ça n'a jamais été un truand professionnel. Je veux dire, c'était un marginal, c'était un aventurier, c'était ce qu'on voulait. On avait envie de se le faire. Pour nous, c'est ce qu'on appelle un beau mec. On voulait se le faire. Mais à aucun moment on a pensé, non, vraiment, c'était... Personne, je pense, a même... c'est même dit à un moment, on va le mettre au grand banditisme, je crois. Pour nous, c'était des petits braquages, en fait. Hein, c'était des petits braquages, mais pas méchants. Hein, en particulier, par exemple, les supermarchés, à l'époque, c'était très fréquent que les braquages soient très violents, que ça se passe mal, qu'il y ait des prises d'otages, etc. Ça n'a jamais été le cas avec lui, donc c'était un petit braqueur. Voilà. Son intention, c'était pas de faire du mal. Voilà. Il se mettait dans une situation où ça pouvait arriver. À notre connaissance, c'est jamais vraiment arrivé. Mais c'est sans doute ce qui le différenciait des braqueurs traditionnels, qui n'ont rien à cirer, quoi. Je veux dire, ils partent avec une arme. Puis avec on va dire, comme on a l'habitude de le dire avec ironie, avec son tonton, c'est-à-dire un monsieur beaucoup plus âgé, et qui était là pour offrir la bague de sa vie. Et cette dame allait avoir la bague de sa vie que Bruno Sulac, dans le cambriolage, prend. Et au moment où il la prend, il voit cette femme, cette belle femme, qui le regarde et puis qui est d'un seul coup, qui devient toute triste, qui est paniquée quasiment parce qu'il a pris la bague. Et Sulac se rend compte de ça, mais continue son cambriolage. Et au moment de sortir du magasin, il s'arrête devant la dame, il lui prend la main, prend la bague et lui passe la bague au doigt, en s'excusant et en lui offrant. Et il échange un regard, mais quasiment d'amoureux, qu'il y a une sorte de coup de foudre entre cette dame et lui. Mais évidemment, il va pas rester là, Et il redonne le bijou à cette dame dont elle avait rêvé toute sa vie. Et il part en s'excusant, et il part avec le reste du butin. C'est un peu, ouais, c'est Arsène Lupin, quoi. C'est Arsène Lupin. Les deux compères se délectent. Rien ne semble pouvoir arrêter ces malfaiteurs qui se jouent des riches les plus mens sans jamais se faire prendre. Chaque défi est un jeu. 21 janvier 83, on retrouve Bruno et Steve en promenade dans le quartier de l'Élysée, à 2 pas du palais présidentiel. À l'époque, le président de la République française reçoit le chancelier allemand à Paris dans un voyage officiel. Et Sulac discute avec l'un de ses amis et lui dit « Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller plus haut, plus fort ?» Le défi. Et il dit, il y a François Mitterrand avec le chancelier allemand qui vient. Il dit, tout Paris, toute la rue du Faubourg Saint-Honoré en particulier, c'est là où, vous savez, Place Vendôme à Paris, là où il y a les magasins de luxe, les bijoux de luxe, tout ça, ça va être gardé. Il va y avoir plein de flics, plein de CRS, plein de gendarmes, il va y avoir les renseignements généraux, les voyages officiels, et quand même avec l'Élysée juste à côté, donc toutes les rues sont gardées. Et Bruno Sulac décide de cambrioler en plein jour, devant le chancelier allemand et le président de la République française, cette bijouterie. Et il attend que les deux hommes d'État passent devant lui pour rentrer dans la bijouterie et enlever tout ce qu'il y avait dans la vitrine, comme il faisait d'habitude, en barantinant. Il mettait souvent les menottes aux gens pour pas qu'ils nous, parce qu'il évitait véritablement qu'il y a le moindre aspect de violence, même un début, un prémisse de violence. Et puis il partait. Et quand il revenait, il avait fait un défi, il avait fait un exploit. Et pour mieux savourer sa victoire et s'assurer que cet exploit lui sera bien attribué, Bruno passe un petit coup de fil à son vieil ami, le commissaire Moréas. Mais ça fait tout à fait partie du personnage. Un petit peu de provocation. Et puis en même temps, je veux dire, tout ça n'est pas sérieux quand on rigole, quoi. Et c'était vraiment l'impression qu'on pouvait avoir avec lui. C'est-à-dire que, bon, je fais des trucs, mais dans le fond, c'est pas très sérieux, quoi. La vie est courte, on peut aussi s'amuser, quoi. Tu vois, toi t'es flic, moi je suis truand, mais... ...de Steve, pour venir en aide à Bruno. Mars 84, c'est sur le tarmac de l'aéroport de Bordeaux que la tentative d'évasion par les airs va tourner court. Steve est abattu par les policiers. Sulac est orphelin.
C'est sûr que la mort de ce type l'a secoué, et je me souviens qu'il m'a dit, ça me gêne un peu de dire ça, mais enfin il m'a dit, pourquoi ils ont fait ça, quoi, t'aurais pas fait ça, toi, ça servait à rien, quoi. Ça servait à rien de le tuer. Dans sa tête, à lui, c'était pas la peine, quoi. C'était pas la peine de le tuer, quoi, ça sert à rien, quoi. Et c'est vrai que peut-être ça a cassé quelque chose chez lui, c'est-à-dire que on joue plus, quoi. On joue plus, si c'est pour faire ça, c'est pas peine de jouer, quoi. Et je crois que ça devait se traumatiser, effectivement. 10 jours après la mort de Steve, Bruno Sulac est attendu à Albi pour un procès concernant ses attaques de supermarché, le premier d'une longue série. C'est en vue de cette audience que Maître Ethelin rencontre ce client peu ordinaire, plus bouleversé par le décès de son ami que préoccupé par son avenir judiciaire. J'ai vu arriver le sous-directeur du bloc, j'ai vu arriver 2 ou 3 surveillants, et qui, d'une façon très sympathique, m'ont dit « Vous ne pouvez pas savoir, maître, ce que nous sommes heureux que vous soyez là. » J'étais quand même un peu étonnée. C'est assez rare que nous soyons accueillis de cette façon dans les prisons. On est souvent une gêne. Et là, j'étais très étonnée de voir que ces gens étaient très heureux que je vienne voir Bruno Sulac. Ils m'ont dit « Écoutez, cet homme est effondré. Il est dans un état, nous nous faisons énormément de soucis. Nous pensons qu'il pourrait porter atteinte à ses jours. Et vous ne pouvez pas savoir le soulagement de vous voir arriver. » Quelques minutes après, Bruno est arrivé. Il était tout en noir. Il avait un pull noir, élégant, tout en noir. Et je crois une écharpe. Et il m'a dit bonjour. Il s'est assis face à moi. Il pleurait. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je lui ai dit, j'ai sorti de mon sac un paquet de mouchoirs Kleenex, et pendant 1h15, je lui ai passé des mouchoirs. Cet homme pleurait. Le sang a coulé. Pour Bruno Sulac, les règles du jeu ont changé. À l'ouverture du procès, Albi est en état de siège. La cour d'assises du Tarn s'apprête à juger celui que les autorités considèrent comme le truand le plus dangereux de France. Mais quand il entre dans le box, Sulac ressemble plus à un enfant perdu qu'à un grand malfaiteur. Voici Bruno Sulac, 28 ans, dont on dit qu'il a horreur de la violence, mais qu'il adore les bijoux. Sulac, qu'on va juger pour une petite affaire. De sourire que pour séduire, pour neutraliser, et surtout ne pas inquiéter, se mettre dans la peau d'un bon client qui est heureux d'être là, qui est heureux d'acheter, qui a été je crois, le choc le plus important. C'est la froide détermination et le changement du regard, où là, il s'agissait plus du tout de séduction, il s'agissait véritablement de quelqu'un de très résolu et de volontairement violent. Après avoir soulagé la boutique Cartier Paris de 10 millions de francs, Bruno n'en a pas terminé avec la marque. Il apprécie la qualité et la finition de ses joyaux. Direction Cannes, ses plages, sa croisette et surtout sa luxueuse joaillerie Cartier, à 2 pas des plus beaux palaces de la Côte d'Azur. Nous sommes le 19 août 83 quand Bruno et Steve défient à nouveau la police, mais aussi l'enseigne Cartier. 6 milliards de centimes, c'est le butin des 5 hold-up commis en un an par l'auteur de l'attaque de la boutique Cartier à Cannes. Hier, en 10 minutes, il a raflé pour 3 milliards de centimes de bijoux. Cannes 83, c'est quand même un moment d'anthologie au niveau du braquage. Vous avez 2 types qui se présentent en plein mois d'août. Vous imaginez la croisette avec tous les touristes, le monde qui va et qui vient. Et vous avez 2 types qui se présentent. Il y en a un qui va rester à l'extérieur et qui va faire le vigile. Ça, c'est Steve, toujours avec son petit talkie-walkie noir. Et vous avez Bruno Sulac qui rentre habillé en tennisman avec sa raquette en short et sa petite tenue blanche et qui demande, selon la technique habituelle, à pouvoir regarder quelques belles pièces et qui après sort son arme et très calmement va neutraliser tout le monde, va neutraliser le signal d'alarme et va ressortir avec un sac bourré de bijoux d'une valeur fabuleuse.
il a une phrase. Il dit, je suis rentré comme un tennisman, c'était déguisé en et je suis ressorti avec la fortune de Björn Borg. C'était à l'époque le grand champion Björn Borg. Donc il y a ça qui a marqué vraiment l'imaginaire, parce qu'il y avait cette facétie dans l'action, il y avait ce côté amusant de se déguiser, oui, véritablement, enfin de s'habiller en tennisman, le culot qu'il avait, puis quand même de prendre la plus belle bijouterie qu'il y avait à l'époque en vitrine dans le monde entier. Le beau tennisman emporte en quelques minutes près de 40 millions de francs en bijoux. Braquer une des plus prestigieuses bijouteries de France en shorts et chaussures de sport, il n'y avait que Sulac pour le faire avec un tel aplomb. Un défi, il avait fait un exploit. Et pour mieux savourer sa victoire et s'assurer que cet exploit lui sera bien attribué, Bruno passe un petit coup de fil à son vieil ami, le commissaire Moréas. Mais ça fait tout à fait partie du personnage. Un petit peu de provocation. Et puis en même temps, je veux dire, tout ça n'est pas sérieux quand on rigole, quoi. Et c'était vraiment l'impression qu'on pouvait avoir avec lui. C'est-à-dire que, bon, je fais des trucs, mais dans le fond, c'est pas très sérieux, quoi. La vie est courte, on peut aussi s'amuser, quoi. Tu vois, toi t'es flic, moi je suis truand, mais bon, qu'est-ce que ça change? On peut toujours parler. T'as tué personne, j'ai tué personne, tu vois, c'est comme ça que ça se passe. C'était pas pour essayer de savoir quelque chose de ma part, c'était... Ouais, c'est pas amusant de jouer tout seul, quoi. Et si on joue, il faut qu'il y ait un adversaire. Hein. Donc j'étais devenu son adversaire un peu amical en quelque sorte, entre guillemets. Alors plusieurs fois je lui ai dit bon écoute ça suffit, maintenant on va se voir, on va discuter, on va essayer de faire le point. Elle disait oui, et puis oui mais tu vas m'arrêter, tu vas venir avec d'autres, tout ça. Je dis non je viens tout seul, on parle, rendez-vous à tel endroit. Alors il venait pas évidemment. Puis après il me rappelait, il me disait ouais je t'ai vu, hein, t'étais là, mais j'ai pas osé venir parce que je me suis dit t'es flic, tu vas m'arrêter, etc. Bah, je lui ai dit t'avais des chances quand même. Moins d'une semaine plus tard, la même équipe repasse à l'action, toujours à Paris. Cette fois-ci, leur cible est un must. Bruno et Steve s'en prennent à la plus prestigieuse des joailleries françaises, Cartier. À l'époque, Claude Pianet est attachée de presse chez Cartier. Elle va devoir apprendre à connaître ce voleur élégant. Appeler Bruno Sulac un gentleman cambrioleur, et c'est un petit peu difficile à avaler pour notamment mes collègues qui ont vécu ça, parce que il n'a de sourire que pour séduire, pour neutraliser et surtout ne pas inquiéter, se mettre dans la peau d'un bon client qui est heureux d'être là, qui est heureux d'acheter, qui a été je crois le choc le plus important, c'est la froide détermination et le changement du regard, où là où il s'agissait plus du tout de séduction, il s'agissait véritablement de quelqu'un de très résolu et de volontairement violent. Après avoir soulagé la boutique Cartier Paris de 10 millions de francs, Bruno n'en a pas terminé avec la marque. Il apprécie la qualité et la finition de ses joyaux. Direction Cannes, ses plages, sa croisette et surtout sa luxueuse joaillerie Cartier. Qu'il n'y ait pas de risque de récidive, d'évasion, c'est clair. En prison, Sulac découvre l'écriture, une évasion intellectuelle et spirituelle. Dans ses notes, Bruno dénonce les injustices et les conditions de vie des détenus dans un univers carcéral qu'il juge inhumain. Sulac n'est définitivement pas un truand ordinaire. Il a de l'esprit et un journal lui propose même de le publier. Son fondateur, Michel Butel, s'est flairé les talents et pour lui, Bruno Sulac en est un. Il a fait entendre la voix d'un homme condamné dans ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire qui s'apprête à vivre des années et des années, celle de sa jeunesse, en prison, au fond d'une prison, et il a fait entendre une note d'espoir. Et ce qu'il disait est porteur, encore maintenant quand on le lit, d'une sorte de gaieté et de joie et d'optimisme et de pari sur la vie. Dans ce monde cynique, quelqu'un comme Bruno Sulac, tout d'un coup, dit des phrases qui sont les phrases de la morale la plus simple, par exemple, ou des phrases
qui sont, c'est même pas qui apparaissent, c'est même pas qui peuvent apparaître comme très banales, mais qui sont très banales. Mais c'est ça qui est le plus apparemment inexplicable, mais qui s'est passé. Elles, à un moment donné, au moment où il les a écrites ou émises, elles ont une force. Le point de vue critique de Bruno sur la société de consommation et ses chroniques sur le Brésil enchantent les lecteurs de l'autre journal. Bruno acquiert bientôt une petite notoriété. Son parcours atypique, ses révoltes, sa vision de la société des années 80 et surtout sa plume intéressent les éditeurs. Les mois qu'il a pu passer au Brésil ont été absolument essentiels dans la découverte de ce qu'il y avait finalement des gens qui étaient encore plus dans la misère que nous, hein, que contrairement à ce que l'on disait, on était un pays riche et que cette richesse d'ailleurs éclatait partout déjà, ça commençait à l'époque. Elle éclatait pour lui dans les vitrines des bijoutiers. Et il avait décidé de faire des compensations à son niveau. Il prenait aux uns pour donner aux autres. C'était ce qu'on appelait les années fric, effectivement, et qui était un peu surprenant, où on apprenait aux jeunes qu'il fallait pratiquement plus travailler, on rachetait des entreprises pour 1 franc, et que le mythe de l'entreprise, et que c'était la spéculation, et que tout le monde jouait à la bourse, tout le monde allait devenir fortuné. On a un peu oublié ça, mais c'était les messages qui passaient sur les médias avec des émissions financières très célèbres, avec des personnages importants très célèbres. Bon, et tout ça, on a bien vu que c'était... lui faisait ça, hein, il est allé jusqu'au bout du rêve libéral. Mais libéral, il respectait sa loi, sa propre loi du marché. Pas de loi que la loi du marché, j'ai besoin. Samedi après-midi, l'hypermarché de Montélimar est bondé. C'est au moment de l'échange des recettes, alors qu'une des 2 caissières se dirige vers la salle des coffres, que Bruno Sulac fait irruption pour mettre la main sur le butin. Janine Barnoin était à l'époque responsable des caisses. Contre toute attente, elle garde un bon souvenir de son agresseur. Au moment où j'ai mis le premier pied pour entrer dans la salle des coffres, il est arrivé cet homme donc qui nous a sauté dessus, mais sans nous faire vraiment du mal. Il m'a bousculé, il m'a poussé et il m'a dit n'ayez pas peur, on vous fera pas de mal, c'est un hold-up. Du regard, on s'en souvient toutes les deux, assez. C'était pas froid, c'était un regard très profond, quoi. Mais pas un regard méchant, mais enfin il avait beaucoup de choses dans ses yeux quand même. Hein. Avec un air nous dire, ben oui, je le fais, quoi, mais pas... C'était surtout ce qu'il voulait nous faire comprendre, c'est qu'il ne voulait pas nous faire de mal. Ça, alors, il a bien insisté. Le séduisant gangster n'est pas seul. Son complice est beaucoup plus menaçant. À plusieurs reprises, il pointe son arme en direction des clients. C'est la panique. Mais un seul regard de Bruno Sulac suffit à lui faire baisser son arme. Sulac avait l'air contrarié. Contrarié, je pense que c'est le vrai mot. Il a sauté la chaîne, parce qu'il y avait une chaîne, et il a rejoint et ils sont partis. C'est lui qui a dû lui dire, il faut qu'on s'en bat. Je pense que c'est lui qui a dû faire ça. Les 2 femmes ont toutes les raisons d'être terrorisées. Elles ont en mémoire le tragique braquage du supermarché de Béziers, survenu il y a quelques mois, où 3 caissières ont laissé la vie. Mais Sulac n'est pas de ces bandits qui ont recours à la violence. Il préfère partir les poches vides, plutôt que de risquer de blesser un innocent. Bruno Sulac a plus eu peur de faire du mal aux gens que de perdre cet argent. Il l'a perdu, mais il a certainement préféré ça. L'argent devait beaucoup compter, puisqu'il faisait des hold-up, mais je pense que les vies humaines comptaient beaucoup plus. C'est ce qui est à son honneur, d'ailleurs. Le braqueur pacifiste poursuit ses hold-up de supermarché avec un inégal bonheur. Pour Sulac, la difficulté consiste à trouver un alter ego qui partage sa philosophie du vol, se tirer plutôt que de tirer. À l'époque, Georges Moréas est l'un des plus grands flics de France. Il se lance sur les traces de Sulac. Pour nous, ça n'a jamais été un truand professionnel. Je veux dire, c'était un marginal, c'était un aventurier, c'était ce qu'on voulait. On avait envie de se le faire. Pour nous, c'est ce qu'on appelle un beau mec. On vous laisse le faire. Mais à aucun moment, on a pensé... non, vraiment, c'était... Personne, je pense, a même... c'est même dit à un moment, on va le mettre au grand banditisme, je crois. Pour nous, c'était des petits braquages, en fait. Hein. C'était des petits braquages, mais pas méchants. Hein. En particulier, par exemple, les supermarchés, à l'époque, c'était très fréquent que les braquages soient très violents, que ça se passe mal, qu'il y ait des prises d'otages, etc. Ça n'a jamais été le cas avec lui, donc c'était un petit braqueur. Voilà. Le défi. Et il dit, il y a François Mitterrand avec le chancelier allemand qui vient. Il dit tout Paris, toute la rue du Faubourg Saint-Honoré en particulier. C'est là où, vous savez, place Vendôme à Paris, là où il y a les magasins de luxe, les bijoux de luxe.
Tout ça, ça va être gardé. Il va y avoir plein de flics, plein de CRS, plein de gendarmes. Il va y avoir les renseignements généraux, les voyages officiels. Et quand même avec l'Élysée juste à côté. Donc toutes les rues sont gardées. Et Bruno Sulac décide de cambrioler en plein jour, devant le chancelier allemand et le président de la République française, cette bijouterie. Et il attend que les deux hommes d'État passent devant lui pour rentrer dans la bijouterie et enlever tout ce qu'il y avait dans la vitrine, comme il faisait d'habitude, en barantinant. Il mettait souvent les menottes aux gens pour pas qu'ils nous, parce qu'il évitait véritablement qu'il y a le moindre aspect de violence, même un début, un prémisse de violence. Et puis il partait. Et quand il revenait, il avait fait un défi, il avait fait un exploit. Et pour mieux savourer sa victoire et s'assurer que cet exploit lui sera bien attribué, Bruno passe un petit coup de fil à son vieil ami, le commissaire Moréas. Mais ça fait tout à fait partie du personnage. Un petit peu de provocation. Et puis en même temps, je veux dire, tout ça n'est pas sérieux quand on rigole, quoi. Et c'était vraiment l'impression qu'on pouvait avoir avec lui. C'est-à-dire que, bon, je fais des trucs, mais dans le fond, c'est pas très sérieux, quoi. La vie est courte, on peut aussi s'amuser, quoi. Tu vois, toi t'es flic, moi je suis truand, mais bon, qu'est-ce que ça change? On peut toujours parler. T'as tué personne, j'ai tué personne, tu vois, c'est comme ça que ça se passe. C'était pas pour essayer de savoir quelque chose de ma part, c'était... Ouais, c'est pas amusant de jouer tout seul, quoi. Et si on joue, il faut qu'il y ait un adversaire. Donc j'étais devenu son adversaire un peu amical, en quelque sorte, entre guillemets. Alors plusieurs fois, je lui ai dit, bon, écoute, ça suffit, maintenant on va se voir, on va discuter, on va essayer de faire le point. Elle disait, oui, et puis, oui, mais tu vas m'arrêter, tu vas venir avec d'autres, tout ça. Je dis, non, je viens tout seul, on parle, rendez-vous à tel endroit. Alors il venait pas, évidemment. Puis après, il me rappelait, il me disait, ouais, je t'ai vu, hein, t'étais là, mais j'ai pas osé venir parce que je me suis dit, t'es flic, tu vas m'arrêter, etc. Bah, j'ai dit, t'avais des chances quand même. Moins d'une semaine plus tard, la même équipe repasse à l'action, toujours à Paris. Cette fois-ci, leur cible est un must. Bruno et Steve s'en prennent à la plus prestigieuse des joailleries françaises, Cartier. À l'époque, Claude Pianet est attachée de presse chez Cartier. Elle va devoir apprendre à connaître ce voleur élégant. Appeler Bruno Sulac un gentleman cambrioleur, et c'est un petit peu difficile à avaler. Finalement, avait été abattu et ne pourrait pas se relever. Donc il y avait la volonté peut-être de tuer définitivement le symbole. C'est-à-dire, il était déjà mourant, mais on le tuait une deuxième fois à partir du moment où on voulait pas que on sache d'une part ce qui s'était vraiment passé, et puis que après les gens qui puissent l'approcher puissent témoigner. Donc c'était très significatif peut-être de la peur qu'il inspirait, non pas peur violente, mais peur charismatique de quelqu'un qui finalement ne se laisserait jamais abattre. Les deux reconstitutions demandées par les autorités puis par la famille aboutissent aux mêmes conclusions. La nature des blessures constatées sur le corps de Bruno est parfaitement compatible avec les conditions d'une chute accidentelle. La famille Sulac ne voudra jamais croire à ce scénario et continue de s'interroger sur les circonstances exactes de la mort de ce rebelle. J'ai assisté à la reconstitution en présence de l'avocat, du père de Bruno Sulac, qui certes était très ému, et c'est normal, hein, je comprends tout cela très très bien, mais pour moi il n'y a aucun doute, les choses ont été montrées, je vous dis, par des agents qui connaissaient pas, qui ont fait part de leur réaction, et il n'y a pas eu, hormis la douleur de la famille que je comprends, et le fait que ça puisse sembler, mais il faut savoir connaître, il faut connaître Fleury-Mérogis, la taille de cet établissement, mais je crois que l'enquête a bien montré qu'il y avait aucun doute, si je puis dire, sur l'issue. Et en l'état, il a joué sans, si je puis dire. Il a essayé, il savait en effet qu'il partait pour de nombreuses années, il a monté un scénario d'évasion particulièrement bien élaboré. Il aurait pu réussir. Ça n'a pas été le cas. 5 avril 85, Bruno Sulac est enterré dans le cimetière de Thiais, dans la partie réservée à l'administration pénitentiaire. La famille n'est pas seule, dans l'intimité comme elle l'aurait souhaité. Des photographes de presse et surtout des policiers en civil assistent aux funérailles. Cette présence policière est un symbole, comme si Bruno Sulac, même mort, devait rester prisonnier à jamais.
10 ans plus tard, la dépouille de Bruno Sulac sera incinérée et ses cendres dispersées par sa fille Amélie, redonnant ainsi à ce père légendaire sa liberté tant recherchée. À la suite de la mort de Bruno Sulac, il y a eu beaucoup de gens qui ont été touchés, des gens qui ne le connaissaient pas, des gens qui étaient des anonymes. Et sur les murs de Paris, à cette époque, il y a eu des petits dessins qui avaient été faits par des gens qui, à mon avis, étaient peut-être de cette même mouvance, vous voyez, de cette mouvance un peu rebelle, et qui avaient été touchés par la mort de Bruno. Il y avait des dessins sur tous les murs de la capitale que je voyais et qui me faisaient du mal. Ça veut dire que ça... Faire libérer Segretto au moment des parloirs. Maître Denis Giraud a défendu avec passion celui qu'il considère encore comme le client de sa vie. Dans la prison de Montpellier, l'ancienne prison, qui était une petite prison très dure, avec un espace réduit, et il y avait beaucoup de souffrance dans cette prison. Et il se lie d'amitié avec un type, et il lui donne sa parole qu'un jour, si lui-même arrive à s'évader, eh bien, il viendra le chercher. C'était quelque chose qui s'était jamais vu à l'époque, et quelque chose qu'on n'a jamais revu depuis. C'est attaquer une prison, rentrer dans la prison et aller chercher le détenu dans sa cellule pour sortir avec. Ça, c'était vraiment Sulac. C'était même pas un ami intime, c'était même pas un associé, mais on avait décidé de le faire et on allait montrer à la France entière, et notamment à la police, qu'on pouvait le faire. Et on l'a fait. Bruno Sulac est en cavale et les hommes du commissaire Moréas sur les dents. À Paris, Sulac mène une vie mondaine et fréquente le monde de la nuit. L'argent lui brûle les doigts et il le dépense avec plaisir dans les boîtes de nuit branchées de la capitale. Mais ses valeurs sont ailleurs et à l'occasion, il n'hésite pas à remettre une liasse de billets à quiconque est dans le besoin. Du côté de la police, l'étau se resserre. 25 janvier 1982, après 20 mois de traque et d'arrestations manquées, le commissaire Moréas loge enfin Bruno Sulac, avenue de Suffren, au domicile d'une jeune femme qui serait sa compagne. Quand l'équipe lui est tombée dessus, il a un mouvement pour s'échapper, un mouvement naturel, mais à aucun moment, non, il a pas essayé à aucun moment il a essayé de résister. Autant que je me souvienne, il n'avait pas d'arme d'ailleurs sur lui. Donc il n'y avait pas de difficulté, et il a été menotté sans violence. Il n'est pas arrivé au service avec une tête au carré, donc tout allait bien, quoi. Et là, c'était du genre, bah, les mecs, vous m'avez bien eu, chapeau, enfin, etc. Une certaine une sorte de reconnaissance d'un travail bien fait pour les flics. C'est plutôt sympathique. Je découvrais un type qui me parlait normalement, quoi. C'était pas habituel, c'était pas un client habituel. Donc d'un seul coup, on parlait de sport, on parlait de cinéma, on parlait de n'importe quoi. C'était un peu désarçonnant même. J'étais un peu ouais, c'était un peu bizarre comme relation. Je pense qu'il était curieux de voir comment fonctionnait la police, de cette manière. Non pas pour savoir comment on l'avait arrêté, comment. Donc on lui a pas raconté notre vie, évidemment. C'était pas le rôle, mais enfin on a essayé de. On a brillé un peu quand même, hein, pour lui montrer qu'on n'était pas des imbéciles. et je pense que ça va. À une manifestation de Steve pour venir en aide à Bruno. Mars 84, c'est sur le tarmac de l'aéroport de Bordeaux que la tentative d'évasion par les airs va tourner court. Steve est abattu par les policiers. Sulac est orphelin. C'est sûr que la mort de ce type l'a secoué, et je me souviens qu'il m'a dit, enfin, ça me gêne un peu de dire ça, mais enfin il m'a dit, pourquoi ils ont fait ça, quoi, t'aurais pas fait ça, toi, ça servait à rien, quoi, ça servait à rien de le tuer. Dans sa tête à lui, c'était pas la peine, quoi, c'était pas la peine de le tuer, quoi, ça sert à rien, quoi. Et c'est vrai que peut-être ça a cassé quelque chose chez lui, c'est-à-dire que on joue plus, quoi, on joue plus, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine de jouer, quoi. Et je crois que ça l'avait traumatisé, effectivement. 10 jours après la mort de Steve, Bruno Sulac est attendu à Albi pour un procès concernant ses attaques de supermarché, le premier d'une longue série. C'est en vue de cette audience que Maître Ethelin rencontre ce client peu ordinaire, plus bouleversé par le décès de son ami que préoccupé par son avenir judiciaire.
J'ai vu arriver le sous-directeur du bloc, j'ai vu arriver 2 ou 3 surveillants, et qui, d'une façon très sympathique, m'ont dit « Vous ne pouvez pas savoir, maître, ce que nous sommes heureux que vous soyez là. » J'étais quand même un peu étonnée. C'est assez rare que nous soyons accueillis de cette façon dans les prisons. On est souvent une gêne. Et là, j'étais très étonnée de voir que ces gens étaient très heureux que je vienne voir Bruno Sulac. Ils m'ont dit, écoutez, cet homme est effondré. Il est dans un état, nous nous faisons énormément de soucis. Nous pensons qu'il pourrait porter atteinte à ses jours. Et vous ne pouvez pas savoir le soulagement de vous voir arriver. Quelques minutes après, Bruno est arrivé. Il était tout en noir. Il avait un pull noir, élégant, tout en noir. Et je crois une écharpe. Et il m'a dit bonjour. Il s'est assis face à moi. Il pleurait. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je lui ai dit, j'ai sorti de mon sac un paquet de mouchoirs Kleenex. Et pendant 1h15, je lui ai passé des mouchoirs. Cet homme pleurait. Le sang a coulé. Pour Bruno Sulac, les règles du jeu ont changé. À l'ouverture du procès, Albi est en état de siège. La cour d'assises du Tarn s'apprête à juger celui que les autorités considèrent comme le truand le plus dangereux de France. Mais quand il entre dans le box, Sulac ressemble plus à un enfant perdu qu'à un grand malfaiteur. Voici Bruno Sulac, 28 ans, dont on dit qu'il a horreur de la violence, mais qu'il adore les bijoux. Sulac, qu'on va juger